Très bien, merci Yves Armel. Du coup, de suite, je vais laisser la parole à Raphaël Besson pour ouvrir la deuxième séquence, du coup, autour de l'expérience de Labocité et de la contribution donc, qu'ils vont exposer sur la question du volet culturel des contrats de ville. Donc, une séquence où on entendra tour à tour Frédéric Bourgeois, on entendrait aussi, je vais perdre mes notes. Marjorie Fromentin, pardon, du coup, Julien Nini, coordinateur de la compagnie collective X, et Anaïs Lavaux, chargée de développement culturel à la direction des affaires culturelles de la ville de Lyon. Raphaël, je te laisse la parole pour cette séquence. Cédric, donc oui, exactement. Là, l'idée, c'est vraiment d'atterrir sur notre problématique et de voir comment est-ce que la question culturelle peut être traitée dans les futurs contrats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Labocité a déjà eu toute une réflexion et fait tout un travail sur la question. Donc, l'idée, c'est de vous entendre, donc toi et puis Marjorie Formentin, et d'avoir les témoignages aussi d'Anaïs Lavaux et de Julien Nini, sur à la fois finalement un peu les constats que vous faites sur un peu l'état de l'art et de la culture dans les contrats de ville, et puis aussi et surtout sur la présentation des 4 propositions que vous avez développées dans votre rapport. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je suis Frédéric Bourgeois, la directrice de Labocité. Labocité, c'est le centre de ressources politiques de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est les principales orientations d'une contribution qu'on a écrite et envoyée à la commission qui a été mise en place par la ministre de la Ville, commission qui est chargée de réfléchir à l'avenir des contrats de ville. Et nous avons fait le choix de centrer notre contribution sur le thème de l'art et de la culture, car on est convaincu que les projets artistiques et culturels qui sont conduits dans les quartiers prioritaires contribuent à part entière au projet de territoire et qu'ils sont des formidables leviers de développement. Et dans cette contribution qu'on a intitulée « L'art et la culture dans les contrats de ville, : ne pas faire l'impasse », nous plaidons pour une reconnaissance pleine et entière de la culture dans les futurs contrats de ville. Alors, on a articulé cette contribution autour de 4 axes principaux qui sont déclinés chacun en une série d'orientations. Je vais donc, moi, vous présenter ces 4 axes et pour certaines des orientations, je donnerai successivement la parole à 2 complices qui vont illustrer mes propos avec des exemples concrets. Donc Anaïs Lavaux, qui est chargée de développement à la direction des actions culturelles de la ville de Lyon, et Julien Nini, membre de la compagnie collective X, qui est une compagnie stéphanoise qui intervient dans plusieurs quartiers politiques de la ville, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, le premier axe, inscrire la culture comme un axe non optionnel des futurs contrats de ville. Et pour ce faire, on est persuadé qu'il faut convaincre tout d'abord les décideurs, les élus, les techniciens, que l'art et la culture sont fondamentaux et il faut faire prendre conscience au service public de la culture de sa responsabilité en la matière. Axe 2, faire des quartiers politiques de la ville des territoires d'expérimentation des droits culturels. Alors, les droits culturels s'inscrivent dans le cadre juridique des droits de l'homme. Ils visent à faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle, de vivre et d'exprimer sa culture et ses références dans le respect des autres droits humains fondamentaux. Alors, c'est peut-être un sujet qui reviendra dans la discussion. Je m'arrête là pour passer à l'axe 3, accompagner par la culture le développement des quartiers populaires en s'adossant notamment sur les réseaux des établissements culturels et les services publics de la culture dans le cadre d'une convention ou d'une charte à l'image de la charte de coopération culturelle de la ville de Lyon. Et voilà, donc je passe tout de suite la parole à Anaïs Lavaux. Anaïs, merci de te présenter et d'expliquer l'origine et le fonctionnement de cette charte. Merci Frédéric, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je travaille à la direction des affaires culturelles de la ville de Lyon dans un service qui s'appelle Action culturelle et territoriale et qui est notamment en charge de la mise en œuvre du volet culture du contrat de ville. Alors du coup la charte de coopération culturelle, c'est un outil qui existe depuis 20 ans à Lyon et qui au départ est un outil de mobilisation des grandes institutions culturelles de la ville dans les quartiers prioritaires, avant que d'autres thématiques transversales viennent s'adjoindre au document. L'idée, c'est de considérer que ces structures, parce qu'elles sont ville de Lyon ou fortement financées par la collectivité,
ont des missions de service public et que du coup, elles ont vocation à intervenir dans les territoires politiques de la ville sur fonds propres, donc sans financement supplémentaire. Donc là, on en est à la 4e génération de charte sur Lyon qui se clôture cette année et elle compte aujourd'hui 28 signataires, donc les théâtres, les musées, la bibliothèque, etc. Donc l'objectif de cette charte, ce n'est pas, ou en tout cas pas uniquement de renforcer l'accès à l'art, mais d'être dans une démarche moins descendante, plus respectueuse de l'identité des personnes. Donc d'une part, de favoriser l'accès aux institutions, mais qui sont du coup considérées comme des ressources globales. Donc à la fois l'accès aux œuvres, aux artistes, à la pratique, l'accès aux lieux comme élément du patrimoine ou l'accès aux métiers. Mais plus globalement, l'enjeu principal, c'est de faire bouger les lignes pour sortir de la dichotomie entre culture légitime d'une part, culture populaire de l'autre. Donc aujourd'hui, pour nous, la charte, c'est un des leviers pour mettre en œuvre les droits culturels et favoriser leur exercice. L'idée, donc, c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est de considérer que les quartiers prioritaires sont certes éloignés de la culture institutionnelle, mais qu'ils sont porteurs de richesses culturelles, notamment en termes de diversité, par exemple. Et que dans ce cadre-là, les institutions culturelles, elles sont des ressources pour mettre en valeur et reconnaître ces identités culturelles et les expressions des personnes qui vivent dans ces quartiers. Du coup, ce que ça implique, c'est des changements dans les modes de faire en termes de médiation, notamment, puisqu'on ne parle plus forcément d'accès à l'œuvre d'une manière unilatérale, asymétrique, mais on considère que dans le travail de médiation, il faut qu'il y ait quelque part un échange réciproque de savoir, de valeurs et donc de culture. Du coup, pour nous, la charte, c'est d'abord un levier de coopération entre institutions culturelles, mais aussi entre le champ social et culturel. On encourage les institutions à concevoir des actions qui soient vraiment co-construites avec les partenaires sociaux, éducatifs, etc. de chaque quartier prioritaire. Chaque institution est vraiment considérée comme un acteur du quartier prioritaire dans lequel elle travaille. Et puis, c'est aussi un levier de développement territorial, puisque, in fine, les actions qui sont menées, elles permettent de s'appuyer sur le droit commun pour répondre aux enjeux sociaux de chaque quartier prioritaire. Donc, on peut par exemple travailler des questions de mobilité à travers des parcours culturels, à travers du hors-les-murs, et ensuite les institutions invitent dans leurs murs. On peut travailler les questions d'estime de soi, les questions de problématiques d'apprentissage du français, d'insertion professionnelle. Voilà, c'est tout un tas d'enjeux sociaux qui sont repérés en amont, qu'on travaille par le levier culturel et par les institutions culturelles. Sachant que ça peut donner lieu à des formes très variées de projets. Le premier frein qu'on essaye de lever, c'est celui de l'accessibilité financière en recourant plus facilement à la gratuité, mais c'est surtout les autres freins, notamment les freins symboliques, qu'on essaie de travailler. Et du coup, juste pour vous dire là où on en est aujourd'hui, on est en plein travail de refonte de cette charte à Lyon, puisque la 5e charte sera signée en octobre 2022, et que là, l'ambition, c'est d'en faire un outil de la politique culturelle de la ville de Lyon, et notamment de retrouver de l'opérationnalité et de mieux communiquer autour de cet outil-là. Donc, il y a certains axes qui sont pressentis, notamment l'éducation artistique et culturelle, la question des publics et des personnes, et puis la question des territoires, y compris prioritaires, qu'on retrouve du coup à l'intérieur de tout ça. Merci Anaïs pour ce premier témoignage. Mais je vais bientôt te redonner la parole. Est-ce que toujours dans l'axe 3, nous prenons l'idée d'encourager les artistes à aller à la rencontre des habitants, de multiplier les résidences d'artistes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et du coup, Anaïs, à partir de l'expérience donc déjà ancienne de la ville de Lyon sur les résidences d'artistes, est-ce que tu peux expliquer le rôle de la ville, le pourquoi de ce choix d'encourager les résidences d'artistes dans les quartiers populaires? Oui, alors c'est vrai qu'à Lyon, il y a historiquement les résidences artistiques, c'est un des leviers de la politique de la ville. Ça a pris des formes variées, mais globalement, ça permet un ancrage sur le temps long et des partenariats solides, même si ce n'est pas l'unique forme à privilégier. Après, nous, à la ville, on a développé un dispositif particulier de résidence artistique depuis plusieurs années, qui est celui des résidences d'accompagnement artistique des habitants dans le cadre des projets urbains. Donc, c'est dans ce cadre-là que le collectif X a développé un projet à Lyon. Le principe, en fait, c'est qu'il y a 3 quartiers en renouvellement urbain sur Lyon aujourd'hui et que ces résidences-là, elles viennent accompagner les habitants à mieux vivre les transformations urbaines. L'objectif, c'est de mobiliser les artistes pour offrir des espaces d'écoute et d'expression aux habitants sans forcément aborder frontalement la question du projet urbain,
mais pour leur permettre de libérer plus facilement la parole, de s'interroger sur leur environnement, de travailler les questions de pouvoir d'agir par le pas de côté que permet l'artistique. Du coup, on met en place des résidences sur 3 ans avec des enveloppes financières qui sont dédiées avec un cofinancement ville, bailleurs sociaux et État. Et on sélectionne une équipe artistique via un appel à projet, en sachant que pour écrire l'appel à projet et sélectionner du coup une équipe artistique, l'objectif c'est de mettre en place un processus qui soit le plus partagé possible, qui soit conçu comme un levier de coopération entre les professionnels du champ social, culturel, etc. Et encore une fois, un moyen de mettre en œuvre les droits culturels. Du coup, l'idée, c'est qu'on puisse associer toutes les personnes qui sont intéressées pour écrire cet appel à projet, quel que soit du coup leur champ d'action, et qu'elles soient considérées, qu'elles soient là dans le processus en tant que personne et non en tant que fonction. L'objectif, c'est aussi d'ériger en principe directeur du processus le principe de co-responsabilité, donc d'aller plus loin que la seule collaboration, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, de considérer que chaque parole se vaut et de faire de ces espaces-là des espaces d'apprentissage de la coopération, notamment en montant aussi collectivement en compétences chacun, et en utilisant du coup des méthodes de recherche-action qui permettent aussi d'améliorer les dispositifs de coopération, ce qui n'est pas simple pour le pouvoir public parce que ça implique de savoir aussi s'effacer, de laisser sa place et d'accepter que le projet de départ ne soit pas celui in fine, mais voilà, c'est aussi pour rapprocher nos cultures métiers entre social, culturel. Voilà, sachant que la question qui se pose aussi derrière sur ces résidences artistiques, c'est notamment le rôle qu'on donne aux artistes dans ce cadre-là, puisqu'on ne leur demande pas seulement d'être artistes, mais d'avoir une fonction sociale. Et du coup, c'est comment on trouve l'équilibre là-dedans pour ne pas instrumentaliser l'artistique au service du social. Et puis, on se pose aussi les questions des impacts de ces résidences-là et des impacts sur les habitants, sur le territoire, de comment les mesurer. Et du coup, ça pose la question de l'évaluation. Merci Anaïs. Et du coup, afin d'illustrer concrètement donc, ces deux idées, à savoir encourager les artistes à aller à la rencontre des habitants et multiplier les résidences d'artistes, je vais donner la parole tout de suite à Julien Nini de la compagnie Collectif X. Merci Julien de te présenter rapidement et du coup d'apporter ton témoignage. C'est à toi. Bonjour, donc je suis Julien Ligny, donc je suis, comme tu l'as dit Frédéric, coordinateur du Collectif X. Nous sommes une compagnie de théâtre qui a été fondée en 2014 à Saint-Étienne. Et il me semble que si j'interviens ici, c'est pour un projet qu'on a mené longuement dans différents quartiers stéphanois, mais pas uniquement. On l'a aussi conduit à Montbrison, à Strasbourg et d'autres villes, et qui consiste à réaliser le portrait d'une ville depuis un quartier sous la forme d'un spectacle de théâtre. Ce projet prend la forme d'une résidence. Souvent, ce bon équilibre, c'est un mois et on s'associe à une structure sociale repérée, identifiée, qui connaît préalablement des usages pour multiplier les propositions, les ouvertures, afin de s'associer au spectre le plus large possible des acteurs de la ville. Donc, on fait un travail préalable pour mobiliser les habitants, les techniciens, les élus, les bailleurs sociaux, afin de les associer à cette résidence. Ce travail, habituellement, c'est un travail qu'on initie nous-mêmes. Dans le cas de la résidence à la Duchère, c'est un cas particulier pour nous de répondre à un appel à projet qui a cette vertu au moins de sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire à notre présence. C'est du temps gagné pour la suite. Et donc, c'est ce que nous avons proposé à la Buchère. Le bailleur a mis à notre disposition un appartement qui nous a permis de travailler à temps perdu et de pouvoir être plus efficace pour rencontrer les habitants et se rendre disponible dans le cadre de l'ensemble des événements du quartier. Et ce projet donc, que nous menons habituellement sur un mois, nous l'avons dilaté pour le conduire sur la première année de notre résidence à la Duchère. Avec cet écueil, je surveille le temps parce que je n'espère pas être trop là-dessus, avec cet écueil que nous étions un peu prisonniers de la fréquentation et des usages du centre social dans lequel nous intervenions. Et puis par ailleurs,
Cette fois-ci, la commande était précise puisque, comme l'a dit Anaïs, il s'agissait d'accompagner les habitants, et là même précisément, d'accompagner sensiblement les habitants concernés par les opérations de relogement dans le secteur dans lequel on intervenait à la sauvegarde. Et il s'est avéré que ces habitants-là, précisément, étaient ceux qui étaient les plus isolés et qui fréquentaient le moins les structures du quartier. Donc, nous avons dû changer de projet en cours de route, et le projet ville nous a permis de rencontrer la plupart des acteurs du quartier, de nombreux habitants. Nous avons réalisé de nombreux entretiens, notamment. Et riche de cette matière, nous avons créé un spectacle qui s'appelle L'Affaire Correra, que nous avons proposé en épisodes. Et ces épisodes, le rythme d'écriture, c'était à peu près un par mois, tous les deux, un par mois, oui. On allait les présenter dans les appartements des personnes concernées, dans les lieux où on pouvait prendre 20 minutes pour présenter cette petite forme théâtrale, ce qui nous a permis de répondre à la commande de manière un peu plus directe qu'avec notre outil, l'outil qui est Ville. Voilà. Je m'arrête là. Ouais, merci, parce que je vais te redonner la parole. Je passe du coup à l'axe 4, faciliter l'accès à l'art et à la culture aux habitants des quartiers populaires en contribuant à développer les pratiques artistiques de la population et en favorisant une approche participative impliquant les habitants dès la phase de conception des projets. Et là encore, alors tu as commencé, Julien, effectivement, à illustrer, mais je voudrais que tu puisses illustrer aussi mon propos avec des exemples concrets. Comment on s'arrange comment on fait pour faire participer les habitants, et c'est quoi la plus-value de ce type d'approche, notamment pour toi et pour la compagnie? Alors, nous, on a une approche particulière de ces questions puisqu'il ne s'agit pas de transmettre une discipline. Je ne crois pas qu'on appartienne au champ des pratiques amateurs. Et ça, c'est notamment ce qu'on déploie avec Ville. Donc, je l'ai dit rapidement et peut-être peut-être pas de manière très claire, mais il s'agit vraiment pour nous, dans le cadre de ce projet-là, de s'adresser à l'ensemble des acteurs, donc les habitants, mais aussi le reste des acteurs. L'idée étant en fait de créer le temps d'un spectacle, le temps d'une résidence, un espace dans lequel se côtoient des paroles qui ne se côtoient pas habituellement dans l'espace social. Donc, s'il s'agit de faire participer les habitants, c'est uniquement pour nourrir cet objectif. C'est afin de faire en sorte que sur un terrain renouvelé, la parole puisse circuler entre ces différents acteurs. Donc, notamment, par exemple, quand on mène ce projet Ville, tous les soirs, on propose des soirées participatives pour lesquelles on répète ce qu'on a appelé le cœur public de la ville. On rassemble des définitions qui émanent de la culture scientifique, mais aussi de la presse, tout ce qu'on a pu récolter, des entretiens qu'on a menés. Et donc, symboliquement, l'ensemble des paroles sur la ville sont rassemblées dans ce texte et portées par les personnes qui participent ce soir-là. En deuxième partie de soirée, on propose ce qu'on a appelé une controverse, qui consiste à s'emparer d'un sujet qui fait polémique, d'un sujet brûlant sur le quartier, et on se dote de moyens d'éducation populaire, pour dire vite, pour en échanger ensemble. Et à la fin de ce processus, on s'attache à créer une communauté de spectateurs qui soit représentative du champ global des acteurs de la ville, afin que tout concourt vers ce moment final où les spectateurs rentrent en débat, et les spectateurs, donc, on fait rentrer la ville dans le spectacle. Voilà, pour le dire plus simplement, les spectateurs, donc c'est vraiment l'ensemble de ces acteurs. Voilà. Est-ce que je réponds à ta question, Frédéric? Tout à fait, je te remercie, Julien. Et je remercie aussi Anaïs, Cédric et Raphaël. Voilà, nous on a terminé notre petite séquence. J'espère qu'on a tenu les temps. Parfait, c'est absolument parfait. Même vous êtes en avance sur le temps, donc j'ai l'occasion de vous poser une question. En fait, donc, on a regardé là, vos contributions, vos différentes propositions. Il y a notamment une proposition qui a retenu notre attention, c'est-à-dire que vous proposez de consacrer 1% du coût des opérations de travaux publics donc à des projets artistiques et culturels qui seraient mis en œuvre dans les espaces publics. Du coup, juste pour comprendre quelle serait la différence, enfin plutôt complémentarité avec le 1% artistique, et puis
Quels sont pour vous les principaux arguments qui permettraient vraiment de justifier une telle mesure? Alors, je vais passer la parole à ma collègue, Marjorie Fromentin, pour répondre à cette question. Oui, alors sur le 1% travaux publics, 1% TP, donc c'est une démarche qui a été, une réflexion qui est engagée par la Fédération nationale des arts de la rue et qu'on trouve vraiment intéressante parce que c'est un peu à l'image du 1% artistique pour la construction de tous les bâtiments publics que vous connaissez peut-être et qui est inscrit dans la loi, on va dire gravé dans le marbre depuis les années 50. Mais le 1% artistique, il concerne l'achat, l'acquisition d'une œuvre d'art lors de la construction d'un bâtiment public. Et ça prend souvent, très majoritairement, la forme d'une œuvre plastique, sculpture, peinture, installation. Et le 1% TP, donc le 1% travaux publics, ce sera un peu l'équivalent, mais plutôt pour les arts de la rue, les arts vivants, le théâtre, la musique, tous les autres arts qui ne sont pas forcément concernés par le 1% artistique. Et l'objectif, ce serait pour, lors de tout travaux publics, la construction d'un rond-point, d'une place publique, d'un morceau de trottoir, et qu'il y ait aussi 1% du budget qui soit consacré à la mise en place d'actions culturelles et artistiques en lien avec ces travaux-là. Enfin, en tout cas, que ce soit une manière aussi de pouvoir accompagner les compagnies artistiques à développer leurs actions par ce biais-là. Ok, merci pour ces précisions et merci pour cet ensemble de témoignages.